plus, pas parce qu'elle est plus grave, mais parce qu'on n'a pas, on va en faire plus de gens vont faire la grippe, puisque personne n'a de moyens de défense, ça ne sera pas 5 ou 10%, ce sera peut-être 10, 15, 20% des gens. Plus de gens sont malades, forcément, il y aura plus de morts au total, c'est à peu près évident. Et si tout va mal, et si rien ne change, on pourra atteindre éventuellement 3000 morts. La grosse différence, on va le voir ensemble, c'est que ce n'est pas les mêmes morts, si on peut dire, que les morts habituelles. Alors, on est d'accord qu'une vie est une vie, mais parfois une vie de 33 ans n'a pas exactement le même poids social, je dirais, ou affectif qu'une vie de 77 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut dire comme expérience concernant l'impact sur les hôpitaux de ce genre de problème? Et vous voyez qu'aux États-Unis, sur le mois d'avril au mois de juin, quand on prend un quart de tous les patients américains hospitalisés, ce qui nous donne une bonne idée de ce que ça peut faire dans une civilisation occidentale comme chez nous, un quart de ceux qui arrivaient à l'hôpital avec la grippe à ce moment-là étaient, un quart de ceux qui étaient, excusez-moi, ceux qui étaient hospitalisés allaient directement en soins intensifs. Donc beaucoup plus qu'en temps normal. Si on est malade de la grippe au point d'être hospitalisé, un quart va directement en soins intensifs. Et pas simplement pour la surveillance, parce qu'il y a un problème d'oxygénation, effectivement. Ils ont 7% de mortalité, ce qui est mieux que dans d'autres pays. Et vous voyez que pratiquement la moitié des gens qui vont en soins intensifs ont moins de 18 ans. Alors que les vieux, excusez, les plus âgés, plus de 65 ans, c'est 5%. Ils sont pourtant fragiles, théoriquement, mais ils ne vont quasiment jamais en soins intensifs. Parce qu'effectivement, ils font ou peu de grippe, ou une grippe qui est moins grave pour la majorité. Ça peut être grave, bien sûr, dans certains cas. Entre eux, ces trois quarts des patients avaient malgré tout une pathologie sous-jacente. Un diabète, une bronchite chronique, ou autre chose du même style. Si on prend l'expérience globale d'autres pays, comme l'Australie, comme l'Argentine, des grands pays, on voit que partout, à peu près 20% en moyenne de ceux qui doivent être admis à l'hôpital vont en soins intensifs. Vous devinez que c'est au niveau du soin intensif que le problème va se poser le plus, parce que les soins intensifs, on n'aura pas 200 lits. Les hôpitaux, on a un certain nombre de lits dans lesquels il faudra peut-être décider à un moment comment on fait la place pour l'une ou l'autre personne. Et vous voyez que ça peut occuper beaucoup de lits potentiellement, avec la première connotation qu'on verra plus en détail, 9% de ces lits occupés en soins intensifs étaient des femmes enceintes. Il n'y a pas 9% de la population de femmes enceintes. Donc clairement, les femmes enceintes, on va en parler, jouent un rôle ont un risque particulier. La mortalité était de 14%, plus importante qu'aux États-Unis tout seul. Et donc ça a entraîné dans certains pays une surcharge majeure, dans certaines villes au Canada entre autres, les réanimations ont été saturées pendant certaines semaines. Alors, on meurt de quoi? Malheureusement, il faut bien en parler. On meurt de quoi lorsqu'on a cette difficulté? On peut mourir de plusieurs choses. On peut mourir classiquement, vous vous souvenez, de la pneumonie. La pneumonie parce qu'il y a un microbe, un pneumocoque, un staphylocoque qui vient sur le poumon, qui a été blessé par le virus et qui nous donne une grosse pneumonie. C'est un tiers des décès à peu près aux États-Unis. On peut mourir aussi du fait que le virus lui-même nous donne des dégâts. On a maintenant des données qui nous montrent que ce virus plonge plus loin dans nos poumons qu'un virus classique. Non seulement il se fixe dans le haut de l'arbre respiratoire, mais il va au fin fond de nos alvéoles pulmonaires. Il s'y multiplie. Donc vous devinez qu'il fait plus de dégâts lorsqu'il est au fin fond du poumon que lorsqu'il est simplement dans la trachée, dans le haut du poumon. Il fait des dégâts par lui-même et aussi parce que malheureusement, les gens jeunes sont en bonne santé pour beaucoup d'entre eux. Ils ont une manière de réagir à l'infection qui est meilleure qu'une personne âgée. Et dans ce cas-là, ils sont pris à leur propre piège. Leur immunité est tellement forte, ils se défendent tellement bien qu'ils se défendent trop fort. Et donc une partie des jeunes meurent parce qu'ils se défendent trop fort contre la grippe. Il y a plein de virus dans leurs poumons, ils font beaucoup de défense contre le virus. Ça enflamme tellement leurs poumons que le poumon devient non ventilable. Ce n'est plus un poumon qui échange l'oxygène, c'est un poumon qui se noie dans son jus, va-t-on dire. Et c'est de ça que meurent une bonne partie des jeunes qui meurent de la grippe. Ils meurent et des conditions où le poumon ne fonctionne plus. Il est tellement enflammé qu'il ne fonctionne plus. Alors est-ce qu'il faut avoir peur pour résumer les choses? Non. Parce qu'effectivement, la mortalité n'est stricto sensu pas plus importante que la grippe saisonnière. Oui, d'une certaine manière, parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont être touchées. Vous l'avez vu dans les tranches d'âge. Vous l'avez vu dans des groupes comme la femme enceinte, entre autres. L'habitude de tribu n'est pas aussi lourde à payer. Et donc, les tranches d'âge ne sont pas les mêmes. Au point de vue professionnel, pour les hôpitaux, ça pose le lourd problème de est-ce qu'on a assez et comment faut-il préparer les soins intensifs au moment du pic. Et vous voyez qu'on est parti vers le pic, pour l'instant, on est en train de monter au moment du pic de l'épidémie, parce qu'effectivement, ça peut poser un problème de place. Et le dernier point, qui heureusement n'est pas là pour l'instant, c'est qu'un virus peut toujours muter, c'est toujours la crainte que l'on a. Il est très stable, heureusement, c'est la crainte d'une mutation lors d'un deuxième ou troisième passage du virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Donc, petit à petit, on va arriver à travers les masques au vaccin. Eh bien, on peut bien se laver les mains. Michel va être d'accord, il faut se laver les mains sans arrêt. Je ne l'ai pas fait avant d'arriver, mais je le ferai en partant. Il faut porter des masques. Il faut porter des masques, on va voir lesquels. Ça, je pense, une importance pour les gens qui sont ici. Dans certaines circonstances, il faut porter des masques. Je pense que le message masque est un message aussi important
que le message vaccin, même si le vaccin est plus à la mode ces jours-ci. Il faut, si on est malade, ne pas avoir peur de dire qu'on est malade. Pour une fois, on va vous dire que vous carottez. Si vous êtes malade, vous n'allez pas infecter les autres, vous restez chez vous, effectivement. Et éventuellement, vous êtes traité si vous avez critères de risque. Alors, quel masque employer? En 2 mots, vous savez que chez nous, on propose les masques, les petits masques chirurgicaux, vous avez tous vu, vous connaissez bien. Certains pays, certaines instances ont proposé des masques beaucoup plus lourds, des masques à haut pouvoir filtrant. On a heureusement une publication datant d'il y a moins de 3 semaines qui nous montre en 2 mots que si on prend des infirmières d'un hôpital dans l'Ontario au Canada, qui sont aussi vaccinées à 30%, c'est comme chez nous. C'est le genre d'hôpitaux qu'on a chez nous, avec le genre de vaccination pour la grippe saisonnière qu'on a chez nous. Et qu'on utilise ça durant une saison de grippe classique, et bien on se rend compte que l'on porte l'un ou l'autre masque, le masque à haut pouvoir filtrant n'est pas meilleur que l'autre. Donc les outils qu'on va vous fournir à l'hôpital ici pour vous protéger, les masques chirurgicaux, sont de la bonne qualité, de la même qualité que ce qu'on pourrait offrir avec d'autres masques théoriquement meilleurs, mais qui en pratique ne fonctionnent pas mieux pour arrêter le problème. Je pense que c'est important de le savoir. Et donc vous aurez des masques chirurgicaux pour la plupart d'entre vous et d'entre nous, moi de la même manière. Ceux qui vont descendre dans le poumon des gens, les pneumologues, les réanimateurs et autres, exposés à des gros paquets de virus qui peuvent en sortir, eux auront des masques à haut pouvoir filtrant, on comprend assez facilement vu le risque de gros inoculeurs. Alors pourquoi je me vaccine et comment je me vaccine? Lorsqu'on est malade, lorsqu'on fait le vaccin contre la grippe, ce que l'on fait, c'est que l'on fait des anticorps qui viennent bloquer la clé d'entrée. On veut empêcher que le virus entre dans la cellule. Et donc, on va donner dans le vaccin des morceaux de cette clé H pour que votre corps fasse des anticorps contre la clé H et vienne la bloquer. Et quand on fait la maladie, on fait exactement la même chose naturellement, bien sûr. C'est ces anticorps-là qui ont le plus d'importance. Ils vont se mettre autour du virus et lui faire un tel emballage, un tel manteau, que ce virus va être incapable de se fixer à la cellule et d'entrer. Et donc c'est le but du vaccin, parce que l'infection naturelle, on essaie de l'éviter, bien sûr. Alors qui en temps normal est à risque dans la grippe saisonnière, et vous savez, les gens classiques, mais le personnel soignant, et on vous l'a déjà dit les dernières années, on a insisté là-dessus, joue un rôle important. Il joue un rôle important pour lui, mais il joue un rôle important aussi, et surtout, en même temps pour le patient. Le personnel soignant, il peut être exposé à l'hôpital, il est exposé dans le métro, il est exposé en faisant ses courses chez Carrefour ou chez GB ou chez Deleuze comme ailleurs, et il peut le transmettre au sein de l'hôpital. Et c'est ça le problème qui va nous toucher de manière la plus importante. Lorsqu'il y a des grippes dans l'hôpital, c'est toujours en même temps que les grippes qu'il y a dans la communauté. Elles se transmettent de la même manière, les petits crachats, les postillons et autres choses que je vous ai expliquées là tantôt. N'oubliez pas que pendant des minutes sur les mains, pendant plus longtemps éventuellement sur des surfaces comme les bureaux autour de nous, ce virus peut parfaitement survivre. Donc ce virus ne meurt pas en quelques instants ou en 1 minute ou 2 lorsqu'il est déposé quelque part. Et le problème de la grippe nosocomiale, c'est de la grippe dans l'hôpital, c'est qu'elle entraîne chez les patients une mortalité. C'était très clairement montré dans un contexte chez les vieux. Ça, c'est pour la grippe saisonnière. Ici, on est d'accord, on ne parle pas du même virus qui touche les jeunes. Donc, on va viser d'autres patients protégés éventuellement. Et aussi, parce qu'il n'y a pas de personnel pour travailler, il faut parfois fermer les unités ou travailler avec ce qu'on peut comme personne. Et donc, il y a une surcharge de travail ou une diminution de l'offre des soins par la fermeture de certains services. Et donc, clairement, il a été démontré par les études, entre autres au Japon, que le personnel hospitalier était la source majeure des épisodes grippaux survenant dans les patients au niveau de l'hôpital. Bien sûr, parfois le patient rentre avec sa grippe, ou c'est son petit-fils qui lui passe la grippe. Mais jusqu'à 50% est lié à vous, qui le passez au patient, à vous, à moi, à tous ceux qui sont présents ici, bien sûr. Ça donne aussi, cet absentéisme et cette rupture de la chaîne des soins, et on a pu voir dans des études aux États-Unis, par exemple, qu'au pic, eux, atteignaient entre 25 et 35% de manquement, soit de l'absentéisme, du nombre de lits disponibles ou autre. Vous devinez que lors d'une pandémie, et lors de la saison d'hiver où il y a d'autres pathologies, on se casse le col du fémur en glissant, s'il y a du verglas ou autre chose, mais c'est embêtant pour le patient que vous contaminez, c'est embêtant pour vos collègues qui n'ont pas la grippe et qui doivent travailler à votre place, c'est embêtant pour vous qui êtes malade. Et donc il y a plusieurs raisons d'envisager ce vaccin, c'est pas de le faire. Alors, les enfants sont des grosses voies de transmission, on va parler un petit peu des écoles pour votre intérêt par la suite, mais le personnel soignant, dans son milieu à lui, est une voie, une courroie de transmission extrêmement importante qu'il faut essayer de remonter. Les tranches d'âge pour ce virus-ci les plus touchés, on l'a vu ensemble, ce sont les jeunes. On va essayer de protéger bien sûr aussi les vieux en gériatrie qui sont hospitalisés, mais aussi simplement la maman en gynéco. On va voir